Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 25 avril, les tensions autour de l'Iran dominent l'actualité, entre diplomatie et pression sur des alliés. Au Canada, la sécurité publique et l'énergie dans le Nord s'invitent au débat, pendant que la recherche médicale et la biodiversité livrent de nouvelles pistes. Géopolitique. L'Iran envoie un signal diplomatique vers Islamabad, au moment où Washington prépare un déplacement politique de haut niveau. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé vendredi dans la capitale pakistanaise, Islamabad. La Maison-Blanche confirme que Steve Witkoff et Jared Kushner doivent se rendre au Pakistan samedi. L'objectif affiché est de faire avancer des discussions visant un accord, dans un contexte de guerre qui dure depuis 2 mois. Un point de friction majeur reste le détroit d'Ormuz, où le trafic maritime vital demeure largement figé. Le porte-parole du ministre Araghchi affirme qu'aucune rencontre n'est prévue avec la délégation américaine. Israël et le Liban prolongent un cessez-le-feu, mais l'application sur le terrain reste instable. Lors d'un échange à la Maison-Blanche, Israël et le Liban ont accepté de prolonger la trêve de 3 semaines. Dans le sud du Liban, la situation se dégrade, avec des violations répétées rapportées des 2 côtés. Le Hezbollah, mouvement armé soutenu par l'Iran, est cité parmi les acteurs impliqués dans ces incidents. Dans les zones frontalières, la cohabitation devient plus difficile et la normalité reste fragile des 2 côtés de la ligne de séparation. Un mémo interne du Pentagone déclenche une tempête politique autour des îles Falkland et de la discipline au sein des alliés. À Londres, Downing Street répète que le Royaume-Uni ne cédera pas sa souveraineté sur les îles Falkland. Cette mise au point suit la fuite d'un courriel interne du Pentagone évoquant une possible réévaluation du soutien américain. Le document lie cette option au fait que le Royaume-Uni n'a pas apporté le soutien attendu dans la guerre contre l'Iran. Le même courriel détaille aussi des pistes de pression contre des alliés de l'OTAN jugés insuffisamment alignés. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez refuse d'entrer dans une confrontation publique avec Washington. Madrid met en avant un désaccord de fond, affirmant que des actions américano-israéliennes dans la guerre contre l'Iran violent le droit international. Au siège de l'OTAN, l'organisation rappelle qu'il n'existe aucune disposition permettant d'exclure des membres. Au Mali, l'armée annonce des attaques coordonnées contre des positions militaires jusque dans la capitale. L'armée malienne affirme que des groupes armés qualifiés de terroristes ont visé plusieurs positions tôt samedi. Des habitants et des journalistes disent avoir entendu des tirs près de l'aéroport international, dans la capitale. D'autres villes de l'intérieur du pays sont également concernées par ces attaques, selon la même communication militaire. En Russie, le Kremlin gère un double signal, entre opinion intérieure et calendrier diplomatique. Des chiffres de sondage d'État placent l'approbation de Vladimir Poutine à son plus bas niveau depuis l'invasion de février 2022. Le Kremlin indique que Vladimir Poutine peut ou non assister au sommet du G20 prévu à Miami en décembre. Cette hésitation intervient après une invitation attribuée à Donald Trump dans un contexte de pression internationale persistante. Canada, le dirigeant d'OpenAI présente des excuses après une fusillade de masse et la question des alertes préventives s'impose. Sam Altman a écrit à la communauté de Tumblr Ridge pour s'excuser au nom d'OpenAI. Il reconnaît que l'entreprise aurait dû alerter la police après avoir repéré un utilisateur signalé pour un intérêt envers des activités violentes. La personne concernée a ensuite tué des membres de sa famille avant de commettre une fusillade dans une école secondaire au Canada. L'affaire relance le débat sur la responsabilité des plateformes quand un compte est jugé à risque. Elle pose aussi la question du seuil d'alerte et de la coordination concrète
avec les forces policières. À Ottawa, un climat politique tendu met en lumière des règles parfois mal comprises du fonctionnement parlementaire. Un jeu de chaises musicales à la Chambre alimente l'affrontement partisan et le langage surchauffé. Derrière les échanges, des questions pratiques émergent sur la façon dont la démocratie parlementaire canadienne fonctionne réellement. Le débat touche au rôle des procédures et à la manière dont elles sont censées encadrer le pouvoir. Il met aussi en relief l'importance des conventions au-delà des seules règles écrites. Pour les citoyens, l'enjeu central reste la lisibilité et la capacité du Parlement à faire son travail sans blocage durable. Au Yukon, une option énergétique lourde gagne du terrain, avec un partenariat orienté vers le nucléaire de petite taille. Des responsables de l'Ontario et du Yukon ont conclu un partenariat présenté comme une première étape. Ce cadre vise le déploiement éventuel de petits réacteurs modulaires, les SMR. Les deux gouvernements affirment que cette technologie pourrait répondre à la crise énergétique du territoire. Le dossier ouvre un chantier long qui touche l'approvisionnement, les coûts et l'acceptabilité sociale. Il place aussi la question de la sécurité et de la réglementation au cœur des décisions à venir. Science, une découverte microbiologique ouvre une piste concrète contre une maladie tropicale négligée, souvent mortelle chez l'enfant. Des chercheurs ont identifié une espèce de bactérie auparavant inconnue chez des patients atteints de noma. Le noma commence par une lésion des gencives, puis détruit des tissus de la bouche et du visage. Sans traitement, la maladie est mortelle dans 90% des cas. Les scientifiques espèrent que cette bactérie aidera à mieux prévenir, détecter et traiter la maladie. L'enjeu est immédiat pour des systèmes de santé confrontés à des diagnostics tardifs et à des soins limités. Dans l'Amazonie, une araignée attire l'attention par un mimétisme qui brouille les pistes, y compris pour sa classification. L'espèce s'appelle Taxanovskia huasca et elle est décrite comme l'impostrice de l'Amazonie. Son apparence rappelle une infection popularisée par la série The Last of Us. Cet aspect visuel sert de point d'entrée pour parler d'adaptation et de camouflage. L'intérêt scientifique porte sur la manière dont l'espèce se présente et sur le risque de confusion avec d'autres organismes. Cette observation illustre aussi la complexité des inventaires du vivant dans une région à très forte biodiversité. Des personnes aveugles développent une perception spatiale grâce à l'écolocalisation, avec des usages concrets au quotidien. La méthode repose sur des sons produits volontairement, puis sur l'écoute des échos. Le principe ressemble à celui utilisé par les chauves-souris pour repérer des obstacles. Cette technique permet d'identifier la présence et la position d'objets dans l'environnement proche. Elle peut soutenir l'autonomie dans les déplacements, notamment dans des espaces complexes. Le sujet met en avant des stratégies d'apprentissage et d'adaptation, au-delà des outils technologiques. Climat. Les pays du G7 revendiquent un succès sur la nature, tout en évitant un affrontement politique sur le climat. Le G7 a mis de l'avant des avancées lors de discussions sur la nature. Le groupe a contourné toute mention directe du réchauffement climatique pour ménager les États-Unis. Cette omission souligne des tensions internes, même quand les enjeux environnementaux restent centraux. Au Népal, un système d'alerte aux crues près de l'Everest se dégrade et des communautés se sentent exposées. Le dispositif d'alerte du lac glaciaire Imja n'a pas été entretenu depuis 2016. Des habitants disent craindre une crue, alors que l'équipement laissé à l'abandon se détériore. L'enjeu est la protection de milliers de personnes, dans une zone où une alerte rapide peut sauver des vies. Monde. L'Ukraine subit une attaque massive, et les secours cherchent encore des personnes ensevelies à Dnipro. La Russie a lancé plus de 670 drones et missiles contre l'Ukraine durant la nuit de vendredi.
Les autorités ukrainiennes font état de 5 morts et de plus de 30 blessés. Des frappes majeures ont touché des immeubles dans la ville de Dnipro, dans l'est du pays. Samedi matin, des équipes de secours fouillaient les décombres pour retrouver des personnes piégées. L'Union européenne déploie un financement de guerre gigantesque, jugé essentiel pour la survie budgétaire de l'État ukrainien. L'Union européenne met en place un prêt de 106 milliards de dollars pour l'Ukraine. Ce prêt devrait couvrir environ les 2/3 des besoins de financement en 2026 et 2027. Des responsables avertissent que, sans ce soutien, Kiev aurait pu manquer de ressources dès ce printemps. Le risque évoqué concerne les fonctions de base de l'État, ainsi que l'effort de guerre. À Washington, le Congrès est placé devant un test de pouvoir, à l'approche d'une échéance légale sur la guerre. La loi sur les pouvoirs de guerre permet au président de mener des opérations militaires pendant 60 jours sans approbation du Congrès. Le délai lié à l'Iran arrive à son terme, ce qui rouvre la question d'un vote ou d'un encadrement. Le débat porte sur la capacité du Congrès à s'opposer ou à reprendre une partie de l'initiative. D'anciens élus, dont Ben Cardin et Connie McEva, discutent publiquement de ce rapport de force institutionnel. Téhéran utilise le détroit d'Ormuz comme un levier, en misant sur la dépendance énergétique mondiale. Les États-Unis affichent un désir de négocier, pendant que l'Iran cherche à gagner du temps. La stratégie iranienne s'appuie sur les exportations d'énergie du Golfe Persique. Le détroit d'Ormuz reste présenté comme l'arme la plus forte de l'Iran dans ce bras de fer. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 711 $ américains, en hausse de 0,6% sur 24 heures. L'argent se négocie à 76 $ américains, en hausse de 1,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 77,625, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,731 $ américains. D'Ormuz. Une crise maritime s'installe, avec des effets humains immédiats et des coûts économiques mondiaux. Une stratégie de blocus menée par les États-Unis vise des ports iraniens. Des milliers de marins restent bloqués à bord de navires sans perspective rapide de relève. Le blocage prolonge l'immobilisation d'une zone clé et déclenche des ondes de choc économique à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, la promesse « Drill, baby, drill » se heurte à des contraintes, malgré le statut de premier producteur mondial. Le pays fait face à des pénuries de carburant, malgré une production pétrolière record au niveau mondial. L'industrie tente de compenser la perte de brut liée à la guerre en Iran, mais se heurte à des limites. La hausse de l'inflation et des prix de l'essence alimente un mécontentement public. Cette combinaison fragilise la marge de manœuvre politique sur l'énergie. Le constructeur chinois BYD affirme pouvoir se développer sans le marché américain en misant sur une transition mondiale. BYD se dit capable de prospérer sans les États-Unis. L'entreprise explique vouloir tirer parti du basculement mondial hors des carburants fossiles. Dans ce contexte, la hausse des prix du carburant renforce l'attrait relatif de l'électrification pour de nombreux marchés. À Washington, un dossier judiciaire se referme autour de la Réserve fédérale, avec un effet direct sur une nomination stratégique. Le département de la justice met fin à une enquête visant le président de la Fed, Jerome Powell. Cette décision retire un obstacle à la nomination de Kevin Warsh. Donald Trump a choisi Kevin Warsh pour prendre la tête de la Banque centrale américaine. Entre Ottawa et Washington, une nouvelle méthode de calcul tarifaire fragilise une protection clé de l'accord commercial nord-américain. Une fissure apparaît dans le bouclier de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ACEUM. Ce cadre protégeait une majorité d'entreprises canadiennes contre les offensives tarifaires de l'administration Trump. La Maison-Blanche ajuste son calcul des droits de douane et vise des secteurs où l'impact fait plus mal. Des entreprises d'ici
décrivent une pression accrue, avec des coûts plus difficiles à absorber. À savoir aujourd'hui, le 25 avril 1859, le chantier du canal de Suez commence officiellement en Égypte. Le 25 avril 1974, la révolution des œillets renverse la dictature au Portugal. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.